Présence. Nous accueillons maintenant Quentin. Quentin Guilly. Donc on l'encourage et on l'accueille sur scène. Quentin. Quentin Guilly, bonjour, bienvenue. Merci. Bienvenue chez Orange, à Bridge, bienvenue à ce séminaire Jeunes Pro RH. Alors vous avez créé Anjaro, Quentin, en septembre 2015 pour aider les entreprises, les RH, à mieux répondre aux enjeux de continuité, de flexibilité et le pilotage opérationnel en donnant une vision à 360 degrés de leur disponibilité d'emploi dans leurs écosystèmes. Vous êtes convaincu que la digitalisation peut être vecteur de changements positifs au travail. Chez Anjaro, vous l'utilisez pour déployer une main-d'œuvre moderne et productive, pour le bénéfice de tous. Votre intervention, Quentin, est orientée plutôt RSE. La problématique, la question que je vous propose, en tout cas sur laquelle je vous propose de nous éclairer, c'est celle-ci. Comment flexibiliser son organisation de manière responsable? Super, merci beaucoup. Bon, bonjour à tous en tout cas et merci beaucoup pour l'accueil. Alors j'ai pris des notes, me connaissant, je vais pas beaucoup les suivre, mais comme ça, si vous me voyez bafouiller, je retournerai vers cette partie de la scène et ça veut dire que je suis un petit peu perdu. Donc je m'appelle Quentin Guilluy, rien à voir avec Thibaut Guilluy qui vient de prendre la présidence de France Travail, si ce n'est qu'on a le même nom de famille, mais ça, ni lui ni moi ne l'avons choisi. J'ai un parcours un petit peu particulier d'entrepreneur. Ce qui va paraître bizarre puisque je suis un mâle blanc trentenaire dans la tech, ce qui correspond à peu près au cliché le plus important de l'entrepreneur. Ce qui me rend différent, c'est que, et j'en rigolais hier avec le patron d'une super boîte tech, je dois être le seul entrepreneur de la HR tech qui a démarré sa carrière en faisant de la paye. Puisque moi en fait j'ai financé l'ensemble de mes études en faisant de l'apprentissage et mon premier job c'était de faire de la paye chez Leroy Merlin. Je sais pas s'il y en a ici qui sont du groupe Mullier, mais voilà, j'ai démarré là-bas à Leuzen, dans le nord à côté de Lille. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi vraiment un parcours classique d'études RH. J'ai fait 4 ans en apprentissage, j'ai étudié comme beaucoup, fait un Erasmus en Écosse. J'ai eu de la chance d'avoir LVMH qui m'a envoyé en Australie-Nouvelle-Zélande où j'étais RH dans leur vignoble. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Edenred, toujours en développement RH. Et il s'est avéré que dans mes missions, je faisais du développement RH, mais bon, ici, vous savez tous de quoi je parle. Voilà, j'avais cette petite frustration souvent sur laquelle je vais revenir, qui est que j'avais souvent l'impression qu'on me disait oui, mais je suis quelqu'un d'assez créatif. J'avais souvent l'impression qu'on me disait oui, mais c'est une bonne idée, mais. Et j'avais besoin un petit peu de me prouver que finalement, sur les choses qui me semblaient importantes de changer sur le monde du travail, bah potentiellement, ces mais, je pouvais les faire péter. Et je reviendrai sur cette expression qui vient d'une vidéo que j'ai vue de Marc Simoncini récemment, qui est plutôt que des oui, mais mettre des oui et. Et oui, et finalement, c'est une bonne idée, et qu'est-ce qu'on va faire pour aller encore plus loin? Et c'est quelque chose qui m'a énormément frustré dans la fonction RH, mais je vais y revenir parce que je démarre par la conclusion, mais c'est vraiment le message que je veux passer aujourd'hui. Comment on transforme ces mais en et. Alors moi, en l'occurrence, je viens d'un milieu assez populaire de Dunkerque, et d'ailleurs je vous lâcherai juste après parce que je prends un train pour y aller ce soir. Vraiment schéma familial plutôt cool de mon point de vue. Grand-père délégué CGT en 68 dans son usine métallurgique. Réellement, hein, c'est pas une caricature, donc ça vous donne un petit peu l'idée. Et il y a un sujet qui me tient à cœur, qu'on connaît tous dans les RH, c'est la précarité de l'emploi. Et notamment la précarité du marché de l'emploi court, de l'emploi urgent, qu'on voit un petit peu se diriger naturellement vers l'intérim, mais en fait c'est absolument faux. Il faut savoir qu'en France, il y a 6 fois plus de CDD normaux, on va dire, que d'intérimaires. Donc en fait, le marché des contrats courts, de la précarité au travail, il est beaucoup plus gros que celui de l'intérim. Moi, c'est un marché que je connais très bien puisque ma mère, elle a vécu d'à peu près tous les emplois qu'on touche chez Anjaro. J'y reviendrai un petit peu, mais elle s'occupait de personnes âgées, elle faisait des remplacements dans des crèches, elle faisait des ménages chez les gens. Elle a démarré sa carrière à 16 ans. Elle gardait elle était assistante auxiliaire de puriculture. Voilà, je cherchais les mots. Enfin, c'est des trucs. Je pense qu'il y a plein de gens dans la salle qui ont la même histoire familiale. Hein. Je suis pas du tout en train de dire que c'est absolument extraordinaire. Simplement, moi, quand j'ai décidé d'entreprendre, c'est à ce sujet-là, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, que j'ai décidé de m'attaquer. Et ce sujet, il est beaucoup plus important que quand ma mère, qui est maintenant à la retraite, travaillait. Il y a un effet qui tient à nous, non pas en tant qu'RH, mais en tant que consommateur, qui fait que le monde s'est complètement accéléré.
Quand vous allez sur les sites genre Deliveroo, Uber Eats et compagnie, vous verrez, ils disent tous que vous faites livrer votre bouffe en moins de 30 minutes. Tous, c'est leur pitch en fait, c'est la bouffe en 30 minutes. Quand on y pense, c'est absolument extraordinaire. Il y a 15 ans, si vous vouliez que quelqu'un vous fasse à manger, il fallait aller au resto ou je sais pas, c'était le tout début de la livraison à domicile. Et, il y avait Domino's Pizza et 2 Pizzaiolo qui faisaient ça dans la ville où vous étiez, quoi. Maintenant, c'est l'ensemble des restos en 30 minutes. Il y a des gens comme Amazon Prime qui ont absolument révolutionné la manière dont vous allez accéder à n'importe quel consumer goods chez vous. Vous vous rendez compte qu'il y a, on se fait livrer en moins de 24 heures dans la journée à peu près ce qu'on veut dans, je crois, les 14 plus grandes villes de France. Moi, j'ai grandi, comme vous l'avez compris, pas tout à fait à Dunkerque, à Gravelines. Je ne sais pas s'il y a des gens du Nord ici, si vous voyez un petit peu la géographie. Gravelines, c'est en grosso modo à mi-chemin entre Dunkerque et Calais. Quand je voulais un bouquin, on allait le samedi dans la seule librairie de la grande librairie de Dunkerque pour aller voir s'il y avait le bouquin. S'il n'y était pas, on le commandait, on rentrait chez nous. La semaine d'après, on revenait et cette fois-ci, on avait le bouquin. Donc en gros, il pouvait y avoir 2 semaines entre le moment de mon envie d'achat et le moment où je pouvais commencer le bouquin. Aujourd'hui, vous allez sur votre app Amazon et entre le moment où vous voulez le bouquin, où vous en parlez avec un pote et le moment où vous l'avez entre les mains, potentiellement, il y a 10 heures. Ça inclut évidemment un changement sociétal, mais ça inclut une compression énorme de la chaîne logistique. Et là maintenant, c'est nous en tant que RH que ça va impacter. Parce que évidemment qu'une chaîne de logistique compressée comme ça, elle va changer la vision des effectifs, elle va changer la façon dont on planifie, elle va changer la façon dont on va gérer les gens, elle va changer même la nature des contrats. Pour vous donner une idée vraiment de l'ampleur de cette transformation sociétale, en 10 ans, on est passé de 8% à 12% de la population française qui vit d'un CDD. C'est énorme. C'est absolument énorme. On a pris plus 50% dans la tronche de gens qui vivent de contrats précaires. De la même manière, comme les entreprises, les RH, je nous inclus, évidemment que c'est nous, ont voulu se protéger de tous ces changements d'activité. Il y a eu aussi une explosion des temps partiels subis. En France, il y a 30% de temps partiels subis. C'est énorme. Pour le coup, moi je l'ai connu, ça, ma mère, c'était son cas. C'est absolument énorme. Pourquoi ? Pour s'adapter au fait que nos business sont moins anticipables qu'avant. Grosso modo, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'interprète. Quand on parle à des DRH, c'est un petit peu ce qu'on va nous dire. Bah désolé les gars, le business il est beaucoup moins prédictible. Il faut que je protège mes marges. Faut que je baisse mes effectifs. Il faut que je mette mes effectifs à un niveau un peu plancher, puis je vais ajuster. On l'entend souvent, je vais ajuster avec l'intérim. Combien de fois on entend ça ? Combien de fois moi, en tant qu'entrepreneur, j'entends des RH dire bah, on a nos effectifs pile comme il faut, nos ETP pile comme il faut, on parle en ETP bien évidemment. Puis derrière, si on a besoin de monde, on va ajuster avec de l'intérim et des CDD. 8 contrats sur 10 signés tous les jours en France, c'est un CDD de moins d'1 mois, pour vous donner encore une fois une idée de l'ampleur de la chose. Donc, nous, décideurs RH, nous, grandes entreprises, ou en tout cas moi qui travaille avec des grandes entreprises quasiment exclusivement, on a largement contribué à une très très forte précarisation de la société. Et moi, le message que je veux passer aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est pas vrai qu'on est des victimes. C'est absolument pas vrai qu'on est victime d'un changement sociétal. À chaque fois quand j'ai démarré Anjaro, pour vous expliquer ce qu'on fait, on crée une place de marché qui va vous permettre d'avoir une vision totale sur votre écosystème d'emploi urgent. C'est-à-dire que sur une place de marché qui est celle de nos clients c'est du Sodexo, c'est du Elior, c'est du Equan. Ils vont voir tous les gens qui veulent faire des heures sup, tous les gens qui veulent faire des heures complémentaires, tous leurs vacataires qui veulent faire des vacations. Ils vont pouvoir même s'échanger du personnel quand il y a des cas de sureffectif. Enfin bref, et ils vont avoir accès à de l'intérim. En gros, ils ont l'ensemble de leur écosystème devant eux. Quand j'ai évangélisé ce marché, il y a 7 ans, quand j'ai créé ma boîte, tout le monde me disait « Oui, mais il y a les barrières sociales. Oui, mais notre business, il n'est pas anticipable. Oui, mais finalement, comment est-ce qu'on va faire le lien avec la paye ?» En permanence, je me suis pris ce genre de remarques au tout début d'Anjaro. Et finalement, la réponse, c'était « Comme on ne peut rien faire, on balance du contrat court à gogo. » Alors le gouvernement récemment a voulu changer les choses, il a mis en place la loi du bonus-malus pour certains secteurs. En gros, le gouvernement il a décidé d'envoyer le signal que moi je rêve de voir
alloués à l'ensemble des organisations. En tant que RH, il est temps qu'on accepte qu'on n'est pas victime du marché du travail. Il est vraiment temps qu'on accepte qu'en fait, nous, RH, nous décideurs, on a largement le pouvoir pour déprécariser l'emploi, pour finalement mettre en place le modèle d'emploi dont on a envie au sein de nos organisations. Et qu'on n'est pas victime d'un modèle, on peut créer le modèle qui va bien au sein de nos organisations. On a, dans l'ensemble des organisations avec lesquelles on travaille, des gens qui ont adapté leur modèle de flexibilité à un modèle social. On voit qu'en ce moment, il y a combien 500 000 démissions par trimestre au lieu de, c'était combien 300 000 avant le Covid, c'est à peu près ça. Moi, je vais vous dire un truc, hein. À l'échelle de vos organisations, ça change absolument rien à votre taf. Hein. Ça change absolument rien à votre taf. On est en train de parler de 200 000 démissions en plus sur combien? Sur 29,6 millions d'actifs. Mais sans déconner, mais les gens, il y a des gens disponibles, on a 7 millions de chômeurs. S'ils ne sont pas disponibles, allez les piquer à vos concurrents, allez proposer des meilleures conditions de travail, allez proposer des temps pleins au temps partiel, vous allez voir que les gens ils vont venir. Hein. Vous pouvez largement siphonner vos concurrents, il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, ce qu'il va falloir accepter, c'est que vous n'êtes absolument pas victime de la manière dont le marché du travail il est créé. Je reviens sur la précarité de l'emploi, puisque c'est un sujet évidemment qui me tient particulièrement à cœur. Quand je suis arrivé dans le monde des EHPAD, typiquement, vous savez, les EHPAD, c'est vraiment contrat court à gogo, pénurie de main-d'œuvre, enfin, c'est le calvaire de n'importe quel RH, d'accord. Je suis arrivé dans le monde des EHPAD et en fait, on a signé nos premiers clients à l'époque où il y avait le scandale Orpea. On signe un premier client qui nous dit moi, je suis en pénurie totale de main-d'œuvre, on n'arrive pas à trouver de monde. On dit très bien. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un truc. On va proposer à tous tes collaborateurs, s'ils veulent travailler un petit peu plus, et on va demander à tous tes managers de partager leur vivier de vacataires. On va faire un truc tout con, c'est qu'en fait, en l'occurrence, avec notre application, on va leur permettre de se porter volontaire et de donner à tout le monde la visibilité comme quoi ils sont volontaires pour venir travailler. Premier meeting avec la DRH de ce groupe d'EHPAD. Elle nous dit, ok, donc en fait, on n'est absolument pas en pénurie. En interne, en dehors des vacataires, en un mois, on avait 1500 journées sur 80 EHPAD de volontariat pour travailler plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher 1500 journées de CDD, on avait 1500 volontaires en interne. Il suffisait juste de remplacer, de changer la politique de CDD par une politique de volontariat d'heures sup. Entre-temps, je rencontre un de leurs concurrents, boîte familiale, hyper sympa, vision sociale de dingue. Le type, il me regarde, il me fait, mais la pénurie, c'est du bullshit de mes concurrents pour aller se plaindre sur le marché du travail et baisser les marges. Moi, je crée du sureffectif sur mes EHPAD. Comme ça, quand il y a un absent, il est directement remplacé. Et honnêtement, soyons très honnêtes, c'est des petits salaires. Moi, ça n'impacte pas tant que ça mes marges. Et je préfère largement casser mes marges d'un salaire pendant une journée plutôt que de me prendre du sous-effectif et de maltraiter mes malades. C'est marrant, ça. Puis derrière, je fais un dîner avec des dirigeants et dedans, j'ai le DRH d'un grand groupe français dans la tourmente dans ce genre de business, qui se plaint et qui dit mais en fait c'est pas qu'on n'est pas des gens pas bien, c'est que en fait on n'arrive pas du tout à embaucher quoi. Puis on creuse et puis je me rends compte que en fait, il n'y a pas de service RH de recrutement dédié à cette organisation et que ce sont les directeurs d'EHPAD qui font leur recrutement eux-mêmes. Donc en fait, ces directeurs en permanence, ils sont complètement sous l'eau, ils se retrouvent en bout de chaîne et ils sont obligés de recruter eux-mêmes. Mon point, c'est qu'avec la bonne politique RH, avec la bonne vision de l'emploi dans une organisation, on peut drastiquement changer la manière dont on va embaucher. On peut multiplier les CDI, on peut multiplier les temps pleins. Là-dessus, j'ai une caricature de choses bien fondées. On travaille avec l'éducation nationale chez Anjaro. On va devenir le logiciel qui va gérer un peu le remplacement des profs. Alors, avant de démarrer, retirez tous vos préjugés sur l'éducation nationale et le remplacement des profs. On l'entend tout le temps, on dit tout le temps que c'est compliqué. 3/4 d'entre vous donneraient père et mère pour avoir le taux d'absentéisme de l'éducation nationale. Il est inférieur à 5%, pour vous donner une idée. C'est hyper bas. On ne peut pas faire plus bas. L'éducation nationale, dans l'élémentaire, je vais parler de l'élémentaire, c'est ce que je maîtrise le mieux, ils ont 30 000 profs remplaçants en CDI
Je suis sûr qu'il y en a plein qui, dans vos familles, avaient comme ça, des gens dans l'éducation nationale et connaissent des gens qui ont démarré en étant... Ils s'appellent brigades, en fait. C'est les gens qui font des remplacements tous les matins. 30 000 profs qui remplacent tous les matins l'absence des 330 000 autres, grosso modo. Et ces gens-là sont dispatchés par environ 1500 secrétaires qui, tous les matins, les envoient partout. Vous vous dites, c'est fantastique, comment est-ce qu'on peut se plaindre? Alors, je suis devant des jeunes DRH, je suis pas sûr que vous soyez tous parents, ou en tout cas parents d'enfants en âge d'être dans des écoles maternelles ou primaires. Mais on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut autant se plaindre de l'absentéisme des profs? L'éducation nationale, manque de bol pour eux, ils ont pas du tout de mauvaise volonté, ils ont une seule problématique, c'est celle du rapport au temps qui va être extrêmement différent par rapport à la plupart des organisations que vous connaissez. C'est-à-dire que l'éducation nationale, ils ont une problématique, c'est que si à 9h du mat, il n'y a pas de prof devant les élèves, ils ont raté leur coup. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est bête, on a tous été élèves, si on n'a pas de gamins, on est tous capables de comprendre du moment où on crevait d'espoir parce que notre prof n'était pas là et peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait pas cours. Non, enfin, c'est quelque chose qu'on connaît tous très bien. Nous, ce qu'on a fait grosso modo avec notre outil, c'est qu'on a permis de remplacer un prof en 1 minute. Ce qui fait qu'en fait, la secrétaire, plutôt que d'être un goulot d'étranglement et de gérer un remplacement en 15 minutes, elle va gérer un remplacement en 1 minute. Et ce qui fait qu'à 9h du mat, justement, le fameux 9h du mat, elle a réglé 90% des remplacements nécessaires. Ça passe à mon point, et je pense que ça peut quasiment être une certaine forme de conclusion, c'est de revenir à ma mère. Ma mère, quand elle faisait des remplacements dans les crèches en 98, tous les matins à peu près, le téléphone il sonnait vers 6h, 6h30. On habitait, je ne sais pas si vous voyez, ceux qui ont grandi un peu dans le 77 à l'époque, on habitait à Montreux. Voilà, il y en a qui connaissent Jolie Bourgade, n'est-ce pas, lieu de villégiature, tu connais, ok. Bon, voilà, j'ai fait 2 ans à Montreux, dans la rue qui mène de la Basile à Surville, bref, voilà. Ouais, c'est vraiment le lieu de vacances, si vous vous emmerdez ce week-end, n'hésitez pas. Et donc ma mère faisait des remplacements, notamment, je sais pas si c'est toujours Gégo, mais à l'époque c'était Yves Gégo. Et donc tous les matins, on est en banlieue, donc les temps de transport sont un peu plus longs, enfin il y a tout ce qui va bien. Vers 6h, 6h30, le téléphone sonnait, c'était Christine, tu vas dans telle crèche, Christine, tu vas dans celle-là, Christine, tu vas dans celle-là. Ok ? 98, on est champion du monde ça fait combien? Ça fait 24 ans qu'on a gagné la Coupe du Monde. Comment vos organisations, elles sollicitent les gens le matin? Comment vous trouvez l'équivalent de ma mère dans vos organisations pour ceux qui ont cette problématique-là en 2022, 24 ans après? À l'ère d'Internet, à l'ère où on commande de la bouffe en 30 minutes, à l'heure où on a un bouquin en 10 heures donné par Amazon. Vous faites comment? C'est terrible, hein? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On est toujours avec nos foutus téléphones à considérer qu'on a des gens à notre disposition qui vont enchaîner les contrats courts, qui vont venir bosser parce que finalement ils ont besoin de bouffer, et finalement ça dépend d'eux. Bah non. Vous avez RH accès aux technologies, vous avez accès à des exemples de gens comme l'Éducation nationale qui remplacent l'intégralité de leurs profs dans l'élémentaire en CDI, vous avez des concurrents qui embauchent certainement différemment de vous et qui créent du sureffectif. Je bitchais sur les EHPAD, mais évidemment que vous êtes concernés dans la plupart de vos industries. Et vous avez, encore une fois, évidemment, là je vends ma cam, mais accès à la technologie qui vous permet de faire la différence. Donc c'est pas une question de marché. Vous pouvez être meilleur que vos concurrents. Vous pouvez mieux traiter vos salariés. Vous pouvez déprécariser l'emploi. Ça tient pas au marché, ça tient pas à un changement sociétal. On va pas créer des formations sur l'ensemble d'une génération sur 20 ans pour avoir plus de cuistots, pour avoir plus d'auxiliaires de puériculture, pour avoir plus de personnes qui font le ménage dans les bureaux, pour avoir plus de vendeurs. C'est pas comme ça que ça va se passer. Vous, vos entreprises, elles ont besoin de survivre maintenant, elles ont besoin de vendre maintenant, elles ont besoin d'attirer maintenant, et surtout elles ont besoin d'être responsables maintenant. Parce que évidemment qu'un dirigeant, ça doit faire tourner un business, je suis le premier concerné, mais c'est plus suffisant en 2022 non plus. C'est votre responsabilité de créer une politique d'emploi responsable. Et j'espère vraiment en conclusion que la prochaine fois qu'on vous dira qu'il faudrait limiter les contrats précaires, qu'il faudrait rallonger les CDD, qu'il faudrait potentiellement augmenter la proportion de CDI par rapport aux CDD, peut-être que vous ne direz pas oui mais vous direz oui et. Voilà, c'est ma conclusion. Merci beaucoup.